Et tout de suite, eh bien, place à Amandine. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. Amandine, soyez la bienvenue sur cette scène. Alors, Amandine Kervala, bonjour. Bonjour. Je vous laisse le temps de vous installer. C'est bon. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez nous proposer une conférence d'une 40aine de minutes, avec à l'issue de celle-ci 20 minutes de questions-réponses. Amandine, pour vous présenter, vous êtes chercheuse, si je ne dis pas de bêtises, vous m'arrêtez, en sciences de l'information et de la communication au laboratoire Géricault. Tout à fait. Ça, c'est l'une de vos casquettes. Vous avez lancé un collectif, le collectif Edumédia, avec 3 autres collègues chercheuses. Ouais. En 2015, vous êtes partie de... Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de créer ce collectif ? En fait, on travaillait donc avec mes collègues du laboratoire Géricault, on travaillait beaucoup sur des questions, je dirais médiatiquement en fait assez sensibles. Moi, je travaillais à l'époque sur la médiatisation du terrorisme, donc forcément en 2015, voilà. Mes collègues sur des questions aussi liées. En fait, on était souvent aussi interpellés pour participer à des projets d'éducation aux médias, voilà. Et on a eu, je dirais, à la fois envie d'aller creuser des recherches. Pardon, du côté de l'éducation aux médias, et tout en se disant qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire que simplement écrire des articles scientifiques, discuter avec nos collègues, mais qu'il y avait peut-être des espaces de partage à inventer, et c'est ce qu'on voulait faire avec Edumédia. Vous avez d'ailleurs, ça a donné naissance à un livre qui s'intitule « Le petit manuel critique d'éducation aux médias ». Oui, qu'on a écrit, mais encore. Voilà, qu'on a écrit avec un collectif de journalistes qui s'appelle La Friche, donc avec lesquels on travaille régulièrement. L'idée, c'était d'apporter un élément de réflexion au débat en partageant des expériences, des réflexions qui étaient issues du monde de la recherche, mais aussi, et beaucoup plus, du monde des acteurs de l'EMI en France et à l'étranger. Et du coup, voilà, vraiment, c'est une petite contribution, mais n'hésitez pas à la regarder, parce qu'encore une fois, on se retrouvait dans le Nord, donc moi je suis donc dans les Hauts-de-France, hein, il y a finalement de plus en plus d'espace où on discute, on échange, et on s'est dit que voilà, un petit livre, même au moment du numérique, ça restait quelque chose d'intéressant pour discuter. Eh bien, écoutez, merci de ces précisions, Amandine. Je vous laisse la scène et la parole pour nous présenter votre conférence. À tout à l'heure. Merci. Alors, donc, comme vous le voyez, moi je vais vous proposer une intervention avec un titre très long, hein, développer la culture numérique des adolescents, adolescentes et des acteurs, actrices de l'éducation, enjeux et perspectives en dehors du temps scolaire. L'idée, en fait, c'est simplement de partager avec vous des réflexions, et je vais vous repréciser, même si j'ai un peu de le faire, de où je parle. Moi, je suis donc chercheuse en sciences de l'information et de la communication. En ce moment, je suis en détachement à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Donc, c'est une école nationale. Hein. Pour accéder à l'école, vous passez des concours. Et majoritairement, cette école forme les éducateurs et éducatrices de protection judiciaire de la jeunesse. Donc, à qui vont être confiés des jeunes dits sous main de justice. Voilà. Et donc moi, j'y travaille actuellement. Et aujourd'hui, je vais essayer d'articuler voilà, vraiment un partage de réflexion. Alors, à partir de cette expérience professionnelle et aussi d'autres temps en fait, de formation d'éducateurs. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, je vais parler d'éducateurs au sens large. Hein. Donc, dedans, je peux aussi faire référence aux profs, mais donc animateurs, voilà, éducateurs de tout ordre. Donc, avec moi un parcours aussi professionnel qui m'a amené à former des éducateurs à l'éducation aux médias. Et du coup, voilà, partager un peu des choses avec vous à ce niveau-là. Et des recherches qu'on mène avec mes collègues hein, du laboratoire Géricault depuis à peu près 7 ans. Des recherches vraiment sur des dispositifs d'éducation aux médias et à l'information. Nous, on travaille de manière qualitative sur des échelles qui sont réduites, mais qui se font sur le temps long. Donc on a par exemple passé 6 mois dans une classe média, on a suivi le lancement pendant 1 an d'un projet média dont je vous reparlerai. Voilà. Et on travaille, nous, assez souvent dans des postures de recherche-action ou de recherche-action-formation, voilà, avec cet aller-retour, recherche et mise en pratique. Voilà, je pense que c'est important pour vous dire d'où je parle, et de toute façon, j'y reviendrai. Donc, voilà, pour commencer, peut-être quand même vous expliquer pourquoi je parle de culture numérique, parce qu'en fait,
j'aurais pu parler d'autres choses, c'est-à-dire que j'aurais pu parler de compétences, de savoir-faire, mais avec mes collègues, on a vraiment fait le choix d'entrer par ce terme, ce concept, la culture numérique. Et je vais me permettre, donc ça va être la seule, mais une petite définition, donc mon collègue Cédric Flukiger, qui parle lui-même des travaux de Serge Proux, et qui définit alors, la culture numérique comme l'expression de valeurs, de connaissances et de pratiques qui impliquent l'usage d'outils informatisés, notamment les pratiques de consommation médiatique et culturelle, de communication et d'expression de soi. Donc cette longue définition, pour moi, a un premier avantage qui est que l'idée, ce n'est pas uniquement de parler, par exemple, de maîtrise technique des technologies. Développer sa culture numérique ne va pas être réduit au fait d'acquérir des compétences et des savoir-faire techniques. Donc, voilà, apprendre à coder, apprendre à utiliser tel ou tel terminal, ça fait partie de la culture numérique, mais l'idée, c'est de ne vraiment pas réduire ce qu'on va se dire aujourd'hui à ça. Dans la même logique, parler de culture, c'est parler de quelque chose de très large. C'est-à-dire qu'à la fois, aujourd'hui, je ferai référence à peut-être des choses qui sont liées à l'information dite d'actualité, au journalisme, on en a un peu parlé, à des formes que moi je qualifierais de légitimes et de lettrées de culture, mais aussi à tout l'univers des loisirs, de la communication, de la création, et en fait des formes aussi de culture populaire. Donc vraiment un ensemble très large. Et je dirais que faire référence à cet ensemble très large, ça a des incidences en termes d'apprentissage. C'est aussi, quand on parle, en tout cas moi aujourd'hui, quand je vais vous parler de culture numérique, c'est reconnaître que cette culture numérique, elle se déploie, elle augmente à travers des modalités variées d'apprentissage, des lieux variés d'apprentissage, que ça se fait à l'école, en dehors de l'école, dans la famille, avec les amis, en auto-formation, par la pratique, par des savoirs minuscules, par des savoirs scolaires. Mais vous voyez un ensemble très large et qui, je pense, n'est pas forcément toujours reconnu. Par exemple, les savoirs minuscules qu'on va développer par sa propre pratique dans le domaine des loisirs ou de sa vie privée. Voilà, pour moi, ça fait vraiment partie de cette culture numérique. Donc, une espèce de tension entre des apprentissages qui sont formels et des apprentissages qui sont non formels, ou pour reprendre la formule d'Anne Barrère, des apprentissages qui sont buissonniers. Donc, moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ça. Et du coup, quel est le rapport éducation aux médias, à l'information et culture numérique? Aujourd'hui, le fil rouge de cette intervention, c'est de vous dire qu'à travers l'éducation aux médias, à l'information, on va pouvoir développer la culture numérique. Et quand je dis ça, je pense à la culture numérique des jeunes, mais en fait de tout le monde. Alors ici, moi, je fais un petit focus sur le rapport entre culture numérique des publics et des éducateurs, mais moi, le point de vue que je développe, c'est que l'éducation aux médias et à l'information, c'est absolument pas réservé aux jeunes, réservé à certains publics, et que dans l'idéal, sans doute que ce sera une éducation à développer tout au long de la vie, puisque les pratiques médiatiques évoluent, les écosystèmes médiatiques évoluent, mais voilà, j'y reviendrai. Et donc, la culture numérique peut être envisagée, et c'est ce que je ferai aujourd'hui, comme un élément finalement d'émancipation, qui va permettre aux individus de gagner, je dirais, en recul critique, en capacité d'analyse, en connaissant le fonctionnement des plateformes, des médias, en ayant une posture réflexive sur ses propres pratiques, etc. etc. Et donc, en parlant de culture numérique émancipatrice, il y a une dimension politique, et là aussi j'y reviendrai, c'est-à-dire que pour moi, l'éducation aux médias et à l'information, ça a l'air comme ça très consensuel, mais c'est quelque chose qui, sur les terrains, se révèle être profondément politique, et donc qui demande des choix, et qui, du coup, parfois suscite des oppositions, des débats, des controverses, et c'est normal. Voilà. Donc, pour cadrer un petit peu mon propos. Alors, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler au développement de la culture numérique des jeunes et de leurs éducateurs? Alors, pour moi, il me semble quand même important de rappeler l'importance de partir de la réalité des pratiques médiatiques. Que font les publics avec les médias? Comment s'informent-ils? Pourquoi? Et à partir de là, quelle éducation aux médias, à l'information peut-on déployer? Avec quels objectifs?
comme ça a l'air d'être une approche qui est un peu basique. Mais pour autant, nous, ce qu'on constate dans les travaux qu'on mène, c'est que cette approche, elle est effectivement déployée, mais parfois, elle semble un petit peu, je dirais, complexifiée par ce que moi je vais appeler des discours sociaux en circulation dans l'espace public médiatique dominant et par des politiques publiques, certaines politiques publiques qui encadrent l'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire qu'en fait, à ces deux niveaux, nous, on constate des focalisations sur certaines thématiques, sur certains enjeux, qui en fait finissent par masquer, je dirais, la diversité des pratiques informationnelles médiatiques des publics et qui vont aussi avoir tendance à réduire finalement ces pratiques à leur caractère négatif, avec des imaginaires qui sont très souvent polarisés, donc un peu extrêmes, et qui sont très souvent déterministes, avec en fond de réflexion les effets des écrans, les effets des médias, qui sont quand même encore pensés comme forts et directs. Bon. Et du coup, cette entrée sur les dangers intrinsèques des médias, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de manière très forte. Moi, j'ai des collègues qui parlent de panique morale, et c'est vraiment des choses que nous, on peut observer. Et je pense que la montée en puissance de la thématique des fake news et des théories du complot, au niveau de certains discours médiatiques et au niveau des politiques publiques, témoigne de cette focalisation parfois très, très inquiète. Alors, mon idée, ce n'est pas de vous dire qu'il n'y a pas de problème, que ça n'est pas une thématique, qu'il ne faut pas accompagner les jeunes et les moins jeunes dans un certain nombre de processus de décryptage de l'info et des fausses infos, mais c'est de dire que peut-être le fait de réduire toutes les pratiques informationnelles à travers ce prisme et cette focale, finalement, ça revient aussi à remettre en question ou à voir de manière très négative l'ouverture qui est permise par Internet, la redistribution des autorités, l'hybridation, la créativité, la participation, enfin plein d'autres choses qui se jouent dans les pratiques médiatiques contemporaines. Pour moi, et je pense que dans le hors temps scolaire, partir de la réalité des pratiques médiatiques, ça permet aussi justement d'identifier les pratiques les plus vives sur vos terrains. Et ces pratiques vives, elles sont parfois en décalage très fort avec justement ces discours que je viens d'évoquer. Je vais vous donner deux exemples. Donc moi, je travaille à l'ENPJJ, je vous l'ai dit. En fait, pour être un peu schématique, mais voilà, l'entrée de l'institution ENPJJ dans l'éducation aux médias et à l'information, ça s'est fait après 2015, sous l'angle prévention de la radicalisation menant à la violence et théorie du complot, fake news. Bon, ce qui se comprend très largement au regard des publics accueillis, c'est très cohérent. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on est en train de travailler avec mes collègues sur qu'est-ce qu'on peut faire à la PJJ, et on voit que des questions qui sont vraiment dans le quotidien des professionnels sont assez invisibles dans ce qu'on va leur proposer en EMI. Par exemple, donc à la PJJ, on a toute une partie des jeunes qui sont accueillis en hébergement, donc dans des structures fermées, plus ou moins fermées. Un problème quotidien des éducateurs et éducatrices, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les smartphones. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec les smartphones en activité? Est-ce qu'on a le droit de dire à un gamin, non, tu le poses pas, le soir, dans les dortoirs, dans les chambres, excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Pourquoi? Comment limiter l'usage du téléphone? Et puis, ils s'en servent pourquoi de leur téléphone? Voilà, par-delà les idées qu'on peut en avoir. Voilà, tout ça, c'est des problématiques très vives qui ne sont pas reflétées dans les discours dont je vous ai parlé, y compris au sein de discours institutionnels portés par la PJJ. De la même manière, les publics accueillis sont assez largement touchés par différentes formes d'électronisme. C'est-à-dire que ce sont des jeunes, quand il va s'agir d'aller utiliser des logiciels de bureautique, pour faire un CV par exemple, ou d'aller réclamer des droits en ligne, d'utiliser des services publics en ligne, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, ça n'est pas une priorité de l'institution. Voilà. Encore une fois, pour plein de raisons, mais vous voyez comme ça, il peut y avoir un décalage, et je pense que vraiment se poser la question au-delà d'objectifs prioritaires dans l'espace social, dans les terrains, au regard des publics que vous accueillez, et voilà, en fait, finalement, à partir des pratiques, qu'est-ce que c'est que la priorité? Dans la même logique, je me permets un petit détour qui n'en est pas vraiment un, mais c'est la question des objectifs, les objectifs de l'EMI et vraiment les interroger en profondeur. Et
moi, j'ai été amenée à penser, encore une fois, avec mes collègues et dans ce qu'on observait, qu'on constatait la cohabitation d'objectifs un peu contradictoires. D'un côté, des objectifs d'émancipation, où vraiment on disait, voilà, l'éducation aux médias et à l'information, c'est fait pour que les gens gagnent en émancipation, gagnent en empowerment, voilà, en pouvoir d'agir, voilà, très bien, de manière plus ou moins radicale d'ailleurs, mais bon. Mais d'un autre côté, nous on constate aussi sur les terrains un nombre, voilà, encore une fois, d'appels à projets, d'ateliers, où en fait on observe un objectif quelque part de normalisation de ce que, alors en l'occurrence les jeunes, font avec les médias ou pensent des médias. C'est-à-dire une mise en forme de l'EMI qui est proposée, qui nous semble viser in fine à, avant tout, faire changer des pratiques, faire changer des représentations qui sont perçues comme mauvaises, dangereuses, enfin vous choisissez l'adjectif que vous voulez. Alors évidemment, hein, tout ça est hybridé et plus complexe que ma bipartition, mais c'est quand même quelque chose qu'on observe avec, je dirais, la difficulté de cette espèce de consensus autour de l'EMI. C'est-à-dire que l'EMI, tout le monde est d'accord. Il faut faire de l'éducation aux médias et à l'information, c'est super. Et donc après, questionner finement pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est moins évident. Et dans la même logique, hein, à destination de qui est-ce qu'on le fait. Et là, nous, on a développé des discours, je dirais, assez critiques sur certains publics prioritaires de l'EMI, parce qu'on se rend compte que ça peut renvoyer à un certain nombre d'imaginaires très stéréotypés et qui ne sont pas du tout alimentés par des données de recherche. Alors, pour nous, l'exemple le plus frappant, c'est la focalisation de certains dispositifs sur la jeunesse des quartiers populaires. Après 2015, on a vraiment une inflation de dispositifs qui focalisent sur la jeunesse des quartiers populaires, par exemple avec des financements, hein, politiques de la ville, ou d'autres types de financements où il faut cocher un certain nombre de quartiers prioritaires, sinon la subvention ne va pas être totalement attribuée. Et il y a quand même un moment où on peut se demander pourquoi est-ce qu'on cible ces publics. Alors, d'un côté, on retrouve des objectifs d'émancipation, c'est-à-dire que ces publics, les publics des quartiers populaires, sont aussi des publics pour lesquels se pose la question de leur représentation médiatique, parfois très stéréotypée. Donc, pour les Français, hein, moi donc, je travaille à Roubaix, donc Roubaix qui est un quartier populaire du nord de la France. Je vous invite à réfléchir à l'image médiatique de Roubaix dans les médias mainstream. C'est-à-dire que c'est limite une zone de guerre, quoi. Quand vous regardez certains reportages, on se dit, bon, c'est-à-dire des gens d'abord étaient très très pauvres, puis après ils sont devenus très 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 radicalisés, maintenant ils sont très 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 séparatistes. Voilà, quand vous êtes nommé à Roubaix, vos parents vous disent ça va aller, quoi. Et en fait ça va. Donc bon, voilà. Donc effectivement il y a un problème d'accès à l'espace public, de représentation très stéréotypée, et tout un tas de dispositifs d'éducation aux médias visent aussi à remédier à cette stigmatisation. Je vous redonnerai un exemple tout à l'heure, mais voilà. Mais en même temps, et parfois les choses cohabitent, hein, eh bien, on voit bien qu'on retrouve nous des discours où on entend que ces jeunes, ils seraient plus vulnérables. Et ces discours sur des publics plus vulnérables, ce n'est pas des discours nouveaux. C'est-à-dire que dans ma discipline, c'est des discours qu'on a identifiés à propos, encore une fois, des jeunes, des catégories populaires, des femmes, suivant les époques, et par rapport à des médias dont on estime, encore une fois, les effets dangereux et des effets directs. Et les médias, suivant la période, ça peut être les romans, la télévision, les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et tout ça est assez cyclique. Sauf que, je rajoute une petite couche critique, tout ça se développe aussi dans un écosystème qui tend, alors au sein de l'éducation nationale et aussi en dehors de l'éducation nationale, à établir un continuum symbolique, en tout cas c'est une idée que je défends, entre mauvais usage des médias, danger de radicalisation menant à la violence, aujourd'hui risque de séparatisme et opposition aux valeurs de la République. Je pourrais développer, mais voilà, nous, c'est vraiment des conclusions auxquelles on est arrivé. Et quand vous vous retrouvez finalement à cibler constamment ces mêmes publics jeunes issus des quartiers populaires, est-ce qu'on n'est pas face à une forme de risque de stigmatisation de ces publics qui non seulement sont perçus comme ayant des pratiques plus dangereuses, mais en plus comme étant finalement un peu en délicatesse avec les valeurs de la République? Voilà, c'est une question que je pose, on peut ne pas être d'accord, mais voilà.
Donc, se poser cette question des objectifs de l'EMI et avec, alors là, une proposition qui est aussi un point de vue, l'idée qu'en dépassant les représentations communes, eh bien peut-être qu'on peut s'engager vers quelque chose de plus large, de plus ouvert et d'un peu différent et d'un peu moins anxiogène, le développement d'une culture numérique commune, partagée et émancipatrice. J'en arrive à un deuxième point que je voulais partager avec vous, donc voilà, partir de ces politiques, de ces discours pour aller un peu ailleurs. Et ce ailleurs, nous on plaide maintenant pour une approche interactionniste du développement de la culture numérique des publics, là en l'occurrence des jeunes publics, et des acteurs éducatifs qui les accompagnent. Je partage avec vous une démarche, voilà, des évolutions dans nos démarches de recherche. Donc moi, il y a 7-8 ans, quand on a commencé à travailler au départ sur les pratiques médiatiques juvéniles avec mes collègues, on a rempli des appels à projets, tout ça, et en travaillant sur les jeunes, parce que ça, en plus, ça intéresse les politiques publiques. Et on est allé dans les classes, et voilà, et au bout d'un moment, on s'est dit, mais quel sens, en fait, ça a de travailler sur les jeunes quand on pense la question du développement de l'EMI, et en ne se posant pas du tout la question de la culture numérique de leurs éducateurs. Et petit à petit, on en est venu à se dire qu'on allait porter un regard qui était un autre regard, où on allait regarder les interactions, où on allait regarder les situations de communication, et en observant que l'apprentissage de la culture numérique se joue très largement dans ces interactions. Je vais vous donner 3 exemples de ce qu'on a pu constater dans un projet qui s'appelait Parcours numérique de territoire, qu'on a mené avec la métropole européenne de Lille, où en gros, on mettait en place un système un peu expérimental pour mener des recherches et accompagner le développement de la culture numérique des jeunes et des éducateurs. Bon. On s'est rendu compte de au moins 3 choses. On a observé beaucoup de situations éducatives de manière assez classique où finalement les éducateurs apprenaient des jeunes dans les activités qu'ils mettaient en place. Alors soit par exemple apprenaient le fonctionnement de différents réseaux sociaux, soit apprenaient des petites choses techniques, mais on voyait des situations d'apprentissage en fait renversées où les jeunes apprenaient à leurs enseignants, éducateurs, tout ça. On a vu aussi des situations où les éducateurs, enseignants ou autres, apprenaient pour leurs élèves et pour leurs projets. C'est-à-dire qu'en proposant en fait de mener des projets liés à la culture numérique, on avait des éducateurs qui allaient se former spécifiquement sur certaines questions pour pouvoir mener leurs activités. Et là, vous revenez sur des théories d'apprentissage qui sont très classiques, mais qui montrent qu'on apprend parfois très bien et parfois mieux quand on a une finalité, quand on apprend pour un but précis, concret, immédiat. Et nous, c'est ce qu'on a pu observer. Donc, par exemple, une participante au parcours numérique qui a beaucoup appris sur la question du fonctionnement de YouTube, économique et algorithmique, pour ses élèves. Et troisième point, des situations où en fait les éducateurs ont appris avec leurs élèves. Dans ce projet, il y avait beaucoup d'intervenants extérieurs qui partageaient du savoir-faire technique. Donc, par exemple, fabriquer des petits films avec des papiers découpés un peu en stop motion. Voilà. Eh bien, vous aviez dans la même configuration, et ça se voyait en termes de spatial et de comment les gens se répartissaient dans les salles, eh bien un apprentissage côte à côte de techniques, c'était plutôt technique, autour du numérique. Je dirais que toutes ces petites observations, finalement, nous amènent à se dire que ce qui est très souvent un point aveugle, regarder la culture numérique des enseignants, des éducateurs, bien devrait plutôt être placé au centre ou au moins dans une vision plus transversale pour en fait dépasser un paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à de très nombreux éducateurs en dehors du temps scolaire de faire de l'éducation aux médias. C'est une demande institutionnelle, c'est aussi une envie personnelle, mais on demande ça à des personnels qui n'ont pas forcément de formation initiale, voire pas du tout, de formation solide. Donc de temps en temps, on met en place de la formation continue, ponctuellement, voilà. Mais nous, on fait aussi beaucoup d'entretiens avec des éducateurs pour questionner leur représentation de l'EMI et la question de leur légitimité à la faire. Ça revient sur tous nos terrains. Je ne suis pas légitime, je ne suis pas capable, et je voudrais être plus formée. Ça revient absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui me permet une petite transition avec la suite. Parce qu'une fois que j'ai dit ça,
je ne voudrais pas vous laisser penser que je réponds positivement à cette question. Faut-il être un spécialiste du numérique et des médias pour éduquer à l'information, aux médias et au numérique? Donc là, je brise complètement le suspense. La réponse est donc non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que dans nos travaux, on met en avant l'importance de la formation qu'on est en train de dire qu'il faut être un geek, qu'il faut être connecté à tous les réseaux sociaux de l'univers et que seuls les journalistes, les communicants, les web, tout ce que vous voulez, peuvent faire de l'EMI. Et là, c'est quand même avec des raisons, encore une fois, enfin, vous allez voir le niveau, c'est assez évident, mais moi je le répète tout le temps et tout le temps en cours, parce que dans éducation A, il y a éducation. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on oublie très 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 largement. Deux exemples qui vous montrent qu'on l'oublie. Nous, on a eu la chance de participer à des commissions de recrutement de journalistes dans des résidences missions d'éducation aux médias. Là, je vous parle de 2016, quand ont été développées donc, en Hauts-de-France les résidences missions portées par la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, ministère de la Culture. Nous, on a eu la chance d'être dans ces commissions-là, et en fait, la première année, le critère principal pour recruter un journaliste qui allait être mis à disposition d'une communauté éducative, c'était la carte de presse. Vraiment l'idée qu'on voulait un vrai journaliste, et que le vrai journaliste, déjà, il a la carte de presse, donc on peut discuter, hein, et que pour faire de l'EMI, avant tout, on voulait un vrai journaliste. Je schématise, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on a observé, nous, sur les terrains? Des journalistes se retrouvant devant des classes, en se disant oh, « comment je gère un groupe hein, et comment je développe une activité pédagogique » avec des grands moments de solitude. Voilà. Depuis, hein, les critères de recrutement et l'accompagnement des journalistes a été renforcé. C'est-à-dire que, voilà, et des invitations à collaborer plus étroitement avec les enseignants. Je vous donne un autre exemple. À l'ENPJJ, cette année, j'ai une étudiante qui fait un mémoire fantastique avec des actions vraiment mises en œuvre qui sont vraiment incroyables. Elle a mis en place des ateliers de codage, avec des intervenants extérieurs. Intervenants extérieurs absolument ravis de travailler avec les publics PJJ, aussi parce qu'on est sur public spécifique, voilà, ne serait-ce qu'en termes de subventions. Je ne vais pas tout ramener à ça, mais ça joue quand même. Hein. Donc on coche un certain nombre de cases, donc tout le monde est ravi d'intervenir. Donc c'est fantastique. Sauf que, alors intervention sur le fond de grande qualité, hein, mais alors, première séquence très compliquée pour s'adapter au public. C'est-à-dire que le public PJJ, en l'occurrence, voilà, ces jeunes gens spécifiquement, étaient très éloignés de la forme scolaire. Donc, ne serait-ce que proposer quelque chose, une activité où il y a beaucoup de lectures, c'est très compliqué. Et une activité où pendant 2 heures, vous allez rester sur un siège devant un ordinateur, c'est très compliqué. Et mon étudiante me dit « Ah bah ouais, c'est quand même très dommage, du coup, moi, j'étais obligée vraiment de m'impliquer beaucoup. » Je dis « non, c'est pas triste, c'est fantastique. » C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en avant les compétences que vous êtes en train d'acquérir à l'école en tant qu'éducatrice. Au final, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, voilà, je pense qu'elle conclura, c'est pareil, je spoil un peu ma conclusion à moi, elle conclura son mémoire sur l'intérêt des collaborations et des partenariats. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, et d'autant plus parce qu'en fait, quand vous êtes dans des pédagogies de l'EMI, il y a toute une culture pédagogique autour de l'éducation aux médias et à l'information qui revendique des pédagogies horizontales. Alors, pédagogie par le faire, évidemment, mais aussi des pédagogies horizontales, où l'idée, ce n'est pas du tout d'avoir un savoir descendant à délivrer, c'est vraiment d'autres rapports aux apprentissages. Et je rajoute même que je parle de culture numérique, mais dans les compétences, savoir-faire qu'on va développer dans des objectifs d'émancipation, il y a plein de choses qui ne sont pas purement numériques. Se poser la question des sources de l'information, on pouvait le faire déjà avant. Là, il y a des reconfigurations, mais ce n'est pas radicalement nouveau. Accompagner des jeunes sur des questions de cyberharcèlement, sur des questions de sexualité en ligne. Bien sûr, vous avez des spécificités du numérique, mais il y a plein d'autres choses qui font que les professionnels de l'éducation, même s'ils ne sont pas spécialisés en numérique, ont évidemment un rôle central à jouer. Alors, je voudrais faire quelques focus dans la dernière partie de cette présentation, il me reste une dizaine de minutes, pour essayer de montrer que dans le hors-temps scolaire, il y a des caractéristiques
qui peuvent justement être très propices au développement d'une culture numérique commune, partagée et émancipatrice, en se questionnant sur les spécificités du cadre. Alors, d'une part, et je vais rattacher ça à 2 exemples juste après, je pose la question, dans certains cadres de hors temps scolaire, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités accrues de travailler sur le temps long ? On l'a dit hier avec un certain nombre d'intervenants, hein, des actions très ponctuelles en EMI, même si elles peuvent être intéressantes, n'ont pas du tout la même portée et ne peuvent pas remplir les mêmes objectifs que des actions menées sur le temps long. Dans le cadre scolaire, évidemment qu'il y a des possibilités de travail sur le temps long, mais il y a aussi des contraintes qui sont celles du programme, qui sont voilà, celles de l'avancée dans l'année. Si en plus vous êtes sur des classes à examen, ça devient encore plus compliqué. Dans certains cadres de hors temps scolaire, proposer des activités d'EMI qui courent sur 5, 6, 7 séances qui courent sur plusieurs mois. Vous avez encore une fois des résidences de journalistes qui se jouent sur plusieurs mois, qui s'inscrivent des fois des journaux citoyens qui se développent pendant des années. Bon, peut-être qu'il y a des opportunités à ce niveau-là. J'ai quand même marqué la difficile mobilisation des publics. Hein, c'est toujours un enjeu, il faut le voir. Évidemment, quand vous avez un public contraint, bon, les gens sont là, hein, un public captif. Là, vous êtes sur un travail de longue haleine, et encore une fois, je vais vous montrer un exemple après. Travailler dans des lieux dédiés et identifiés pour mener des projets d'envergure, nous, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de ce qu'on peut observer. C'est-à-dire que des projets médias, des Fab Labs qui sont ancrés dans un lieu, il se passe quelque chose. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on est dans du numérique que la question de la matérialité, de la rencontre, elle n'existe pas, et moi j'ai envie de vous dire au contraire. Et je vais vous donner deux exemples. Alors 2 exemples qui sont issus, alors j'ai fait de la publicité pour ce livre que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est aussi en accès gratuit sur le site de l'éditeur grâce à une licence Creative Commons, donc je vous le dis, n'hésitez pas. Donc par exemple le Labo 148. Alors le Labo 148, c'est une agence média, enfin c'est un projet média qui a été créé en 2016, donc à Roubaix, dans une grande institution culturelle. L'idée, c'était de créer un média jeune. Nous, on a eu la chance de suivre ce projet sur la première année de son existence. L'idée, c'était de dire à des jeunes, venez, on met à votre disposition du matériel, 2 accompagnants, et on va produire d'autres discours. On est à Roubaix, il y a très clairement une volonté de produire des discours différents, un peu contre-hégémoniques. Voilà, et on va créer des partenariats, on va développer un certain nombre de compétences. Et très concrètement, nous, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que, alors, il y a plein de choses, je peux vous développer un point de vue plus critique sur ce projet, mais aujourd'hui, je ne vais pas le faire là tout de suite. Il y a plein de choses qui se développent. Aujourd'hui, on est en train de travailler à la question de la trajectoire des jeunes qui sont passés par ce dispositif. C'est extrêmement intéressant en termes de pouvoir d'agir. Le Labo 148 a bataillé pour avoir un lieu dédié, des rencontres tous les mercredis soirs. Certains week-ends, il y a des workshops. Voilà. C'est à Roubaix, c'est identifié, et c'est un élément assez fondamental de la réussite du projet. Dans une logique, alors moi je dirais encore plus développée, dans le petit manuel, moi j'ai découvert cette initiative à l'occasion du travail autour de cet ouvrage, vous avez alors une présentation de l'Offener Canal de la ville de Magdebourg. Alors, le concept des Offener Canal, vous notez mon accent allemand, donc ça a été lancé dans les années 80 dans différents lenders en Allemagne, et en fait, c'est financé par la redevance, donc en partie par la redevance. Il faut quand même aller chercher un peu d'argent complémentaire, mais le principe, c'est que vous avez une chaîne de télévision tout à fait normale qui émet sur les ondes hertziennes, je pense que je ne me trompe pas, sauf que vous n'avez pas de journalistes qui produisent des émissions, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que si vous, demain, vous avez une passion pour les bouquetins, la montagne, l'eau, enfin ce que vous voulez, vous y allez, vous leur dites « Bonjour, moi je voudrais faire une émission sur les bouquetins et la montagne », vous dites « Pas de problème », et il y a un journaliste qui vous accompagne, et il y a tous les moyens techniques qui sont mis à votre disposition. En termes de possibilités d'expression dans l'espace public, enfin, moi je trouve ça incroyable. Et en termes de citoyenneté, voilà. Donc il n'y a pas de ligne éditoriale, tout le monde peut venir, et donc il y a dans le petit manuel,
la directrice évoque en fait un jeune homme qui vient là depuis 20 ans et tous les mois il fait une émission sur le tramway. Il a commencé à 17 ans, il ne savait pas trop quoi faire de sa vie, il avait cette passion pour le tramway, donc il a fait son émission. Voilà, ça a été compliqué et finalement, il y a 10 ans, il a fait une formation pour devenir conducteur de tramway et aujourd'hui, il continue son émission sur le tramway. Donc, comme ça a l'air anecdotique, hein, mais symboliquement, cette participation active à l'espace public où on est quand même en train de renvoyer aux gens le fait vous avez de la valeur, vous avez le droit de vous exprimer et vous n'allez pas vous exprimer en plus à une toute petite échelle, tout le monde potentiellement peut vous voir. Symboliquement, il se joue des choses très importantes et ça passe par de la matérialité, des moyens, un lieu identifié et non pas du projet. C'est super les projets, mais en attendant, ceux qui mènent les projets et ceux qui ont un regard critique sur la politique publique financée par projet, on voit aussi bien un certain nombre de difficultés. Je me suis permis une petite réflexion sur la question des outils. Alors nous, c'est quelque chose, les outils d'éducation aux médias. Donc moi, j'en ai fait un, puisqu'on a co-construit un serious game d'éducation aux médias, avec en même temps un regard critique sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, à la fois de la part des professionnels, il y a beaucoup de demandes d'outils, parfois perçus comme un peu magiques. C'est-à-dire qu'avec un outil, on y arrivera mieux. Oui, mais alors, sauf qu'un outil sans formation, sans... Voilà, il n'y a pas d'outil magique. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir faire, mais je pense que ça n'existe pas. Et en plus, la question de l'adaptation des outils au cadre. Et quand on travaille sur du hors-temps scolaire, il y a des outils qui peuvent être très, très intéressants dans certains cadres, qui ne vont pas forcément l'être dans le temps scolaire. Je focalise aussi sur l'intérêt des partenariats, mais je ne développe pas plus, que je vais y revenir dans ma conclusion juste après. Et encore une fois, juste pour vous dire que quand je parle de partenariat, je ne pense pas délégation, je pense vraiment co-construction, avec tout ce que je viens de vous dire sur la culture professionnelle, les capacités d'accompagner, d'être éducateur, peut-être mélangées à un savoir-faire un petit peu plus technique. Voilà, et donc, c'est ma dernière approche. Au tout début de ma prise de parole, je vous ai dit que moi, j'envisageais la culture numérique de manière très, très large. Et en l'occurrence, je pense que le hors-temps scolaire a quelque chose à faire pour travailler la culture numérique dans toute cette richesse. Aussi parce qu'il y a certainement des thématiques et des approches qui vont plus difficilement trouver leur place dans le temps scolaire. Je vous donne 2 exemples. La question des sexualités en ligne, la question des relations amoureuses en ligne, voilà. Est-ce que, même si, et moi j'ai tout à fait confiance dans les enseignants pour mettre en place un cadre bienveillant, non jugeant, tout ce que vous voulez, est-ce que discuter de qu'est-ce qu'on fait avec des nudes, est-ce qu'on n'envoie pas, comment on cadre, machin, avec votre prof d'histoire, je ne suis pas sûre. Voilà. Et on peut considérer que ça fait partie de l'éducation aux médias. Donc là, il y a 2 difficultés, j'ai été un petit peu rapide. Il y a déjà qui fait quoi à quel endroit, parce que les contours de l'éducation aux médias sont très flous, sont mouvants, sont discutables. Mais la question de l'intimité en ligne, pour moi, fait pleinement partie de l'éducation aux médias, à l'information, mais où est-ce qu'elle se fait ? Est-ce que ça doit se faire à l'école? Et nous, on l'a vu, des collègues qui le font, qui abordent ces questions-là, souvent à travers la question de la représentation du corps. Mais vous voyez comment la représentation du corps, ça amène des problématiques et des situations éducatives qui ne sont pas simples. Donc cette première question-là, est-ce que peut-être dans certains cadres, dans des maisons de quartier, dans des MJC, est-ce que ce n'est pas peut-être des cadres qui sont plus faciles, parce qu'on ne peut jamais s'abstraire totalement du cadre institutionnel. L'autre exemple, c'est sur la liberté d'expression. Encore une fois, nous, on observe des choses vraiment très, très intéressantes dans les classes, mais je vous parlais de ce continuum éducation aux médias, promotion des valeurs de la République, défense de la laïcité. Quand vous regardez le site de l'Éducation nationale, le site EduScol, enfin un des sites de l'Éducation nationale, quand vous regardez l'architecture du site, en fait, très vite, vous avez ce continuum. Nous, on a aussi étudié les discours des ministres de l'Éducation, du Premier ministre sur ces thématiques-là, enfin des premiers ministres. Il y a vraiment un continuum qui est fait. Bon. Du coup, est-ce que vraiment, en termes de liberté d'expression, tout est possible, sachant, alors qu'il y a eu des moments très tendus, et nous, on l'a vu à la PJJ sur la question des signalements. Il y a quand même un moment où on demandait aussi de signaler
un certain nombre de prises de parole qui étaient jugées dangereuses, problématiques. Enfin, vous trouvez le mot que vous voulez, mais en attendant, il y avait quand même cette idée-là. Quand vous êtes un élève, vous commencez à parler de laïcité, vous commencez à parler de violences policières, vous commencez à parler de racisme peut-être systémique, parce que vous le voyez comme ça. Est-ce que c'est des discussions qui sont si faciles à avoir dans le cadre scolaire? Mais moi, je ne pense pas toujours. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cadres où on va pouvoir entendre une parole plus libre, sans se dire « Ah, mais si je commence à dire des trucs hyper racistes à mon prof, il va penser quoi de moi ?» Voilà, et plus ou moins consciemment. Donc, pour moi, il y a vraiment un jeu à faire entre les cadres, y compris dans les possibilités que ces cadres offrent. Nous, on voit sans arrêt, alors là, dans le temps scolaire, des profs qui ont très envie de travailler sur les réseaux sociaux, voilà, sauf que techniquement et réglementairement, ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas aller sur un réseau social, parce qu'il y a plein de pare-feux, ce n'est pas possible. Réglementairement, vous ne pouvez plus utiliser les téléphones des élèves, donc, alors, sauf si le règlement, sauf à des fins pédagogiques, si le règlement intérieur ne l'interdit pas explicitement, mais du coup, il y a des établissements où c'est terminé. On n'utilise plus du tout les téléphones portables des élèves. Donc, de toute façon, il y a des fois, techniquement, vous ne pouvez pas aller sur certaines choses. Quand vous êtes dans une maison de quartier, il n'y a pas les mêmes règles. Et c'est pareil, même la question, encore une fois, un réglementaire, de quels outils on utilise. Nous, on a vu une prof doc qui avait développé vraiment un compte assez chouette sur Instagram, professionnel, où elle présentait des livres, dans voilà, la logique de ce qui se fait en ce moment sur Instagram, autour des booktubers aussi. Nouvelle direction de son établissement qui lui dit « Bah non, vous fermez tous vos comptes. Moi, je ne suis pas d'accord. » D'accord. Ok, bah, elle a fermé tous ses comptes. Bon, et ben ça, voilà, il y a, disons, des contraintes qui sont différentes, il y en a, hein, mais qui sont différentes dans d'autres cadres. Donc, peut-être que la complémentarité est un peu, je pense, quelque chose à travailler, et je conclurai du coup là-dessus. Pour moi, il n'y a pas, c'est-à-dire que l'EMI, c'est tellement large que le professionnel qui serait la personne, le couteau suisse, qui sait accompagner sur les questions de fake news, qui sait peut-être transmettre des savoirs techniques, transmettre un certain nombre de savoirs théoriques, travailler aussi bien la question des nudes que, encore une fois, de l'analyse d'un JT, cette personne n'existe pas. Par contre, et le cadre, qui serait le cadre où on pourrait faire tout ça, ça n'existe pas non plus. Par contre, la complémentarité des cultures professionnelles, des savoirs, des savoir-faire, des approches, des cadres, ça existe. Et donc, vraiment, moi, ma conclusion, c'est vraiment pour vous dire que si on a un objectif un peu ambitieux, et encore une fois, un peu politique, d'être vraiment dans l'émancipation autour de la culture numérique, eh ben, l'enjeu, c'est plutôt la complémentarité que certaines formes de concurrence symbolique et économique qui sont, mine de rien, en train de se développer autour de l'éducation aux médias et à l'information. Et j'ai trop tenu le temps. Voilà. Amandine, merci à vous. Quelques instants pour pouvoir échanger, Amandine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On a un passage de micro qui est dans la salle, donc manifestez-vous avant la pause café. Oh, bah, allez, il va quand même bien y avoir une question pour Amandine, avec tout cet éclairage qu'elle nous a apporté aujourd'hui. Ça n'a pas suscité des questions, des problématiques que vous pourriez rencontrer, je vois. Alors, une première question pour vous, Amandine. Bonjour et merci pour toutes ces analyses et ces clés de compréhension. Je reviendrai juste sur votre conclusion à l'instant, c'est-à-dire organiser une complémentarité, une certaine cohérence, prendre un peu de hauteur sur qui fait quoi en matière d'éducation aux médias. Est-ce que vous avez identifié une institution qui veut bien endosser cette responsabilité, ce rôle de mise en cohérence, de coordination, d'orientation, d'accompagnement des différents acteurs éducatifs en matière d'éducation aux médias à l'information? Alors, non, mais il y a des possibilités. Moi, je pense que soit ça peut se jouer la question du cadre institutionnel. Nous, on a travaillé sur un projet avec la métropole européenne de Lille. Et en fait, le niveau métropolitain, en termes de politique publique,
il était assez intéressant parce qu'en fait, ça pouvait permettre de décloisonner, par exemple, ce qui se joue dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, voilà, collège-lycée, parce que si on passe par les mairies, les départements, les régions, on retrouve en fait ce cloisonnement-là. Et ça pouvait aussi permettre de mettre autour du projet, ou dans un même projet, du temps scolaire et du hors temps scolaire. Et au final, c'était assez intéressant. Là où ça touche des limites, c'est que nous, ce travail-là, on l'a fait dans le cadre d'un PIA jeunesse. Bah, une fois que le PIA a été fini, bah, c'est fini. Donc voilà. Et après, moi, je crois assez, mais bon, des fois c'est un peu utopique, à l'auto-organisation. C'est-à-dire que bah, dans les Hauts-de-France, moi je participe à un gros réseau qui s'appelle Hémicycle. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, bah, justement, en fait, au lieu de se concurrencer, et dans Hémicycle, il y a beaucoup de petites associations, de radios locales, voilà, qui ont vu, il y a en plus très clairement hein, un certain nombre de subventions, beaucoup portées voilà, par des collectivités locales, ne plus exister. Des subventions sur l'EMI, y compris dans une perspective voilà, lutte contre la radicalisation, voilà, mais se développer, et qui se sont dit, on ne peut pas répondre tout seul, et si on commence à s'auto-concurrencer, sachant que l'EMI devient un marché, soit avec des gros acteurs, c'est mort, et c'est quand même ce qu'on constate, nous, hein, des gros acteurs qui ont des budgets incroyables, soit si on commence à s'auto-concurrencer entre nous, entre la petite radio locale, la bibliothèque du coin, et voilà, ça ne va pas le faire. Et donc un travail d'auto-organisation, plutôt de partage d'informations, où on se dit, y a tel appel à projet, parce que ça marche beaucoup par appel à projet, hein, y a tel appel à projet, ben, on ne va pas faire 2 réponses, on va en faire une, qui essaye d'articuler les compétences. Voilà. Et ça se met en place petit à petit au sein d'Hémicycle, donc c'est assez, voilà, et de formation aussi collective. Après, c'est très dur, parce qu'encore une fois, de temps en temps, il y a des projets portés par des acteurs très poids lourds, et face auxquels, sauf si vous avez des collectivités territoriales et des politiques qui défendent l'éducation populaire, qui défendent des approches par la culture, machin, ça ne marche pas toujours, quoi. Voilà. Une autre question ? Merci beaucoup. Un peu en rebond de ce que vous venez de dire, il y a une dynamique depuis quelques années maintenant autour des tiers-lieux qui sont relativement soutenus aussi au niveau de l'État sur des financements. Est-ce que ce n'est pas un endroit, puisque vous identifiez le fait qu'il y a une nécessité d'identifier des endroits précis, des moments précis où les jeunes peuvent pousser la porte et trouver quelque chose à construire collectivement autour d'un sujet qui les intéresse. Je crois beaucoup aussi à la question de la transversalité des pratiques qui peuvent venir du sport, qui peuvent venir de la création artistique, qui peuvent venir d'appartenance à des groupes voilà, de culture commune, déjà de culture, avant de parler de culture numérique, déjà de culture partagée. Est-ce que ces dynamiques de tiers-lieux, elles ne peuvent pas être identifiées comme étant des lieux porteurs sur l'EMI ? Si, moi je pense complètement. Complètement, parce qu'en plus, mais encore une fois, ça dépend quelle vision on a, mais sur ce que moi je vous ai présenté, moi je pense évidemment. Je me pose aussi la question, mais c'est vraiment une réflexion, je me demande si les cités scolaires, c'est pas aussi des endroits où il pourrait se passer ce genre de choses, mais je ne sais pas plus que ça. Mais voilà, je pense que cet ancrage et ce qui se joue sur ces lieux, la réflexion des communs, voilà, parce que vous avez aujourd'hui toute une partie aussi justement de l'EMI qui se déploie autour du libre, enfin voilà, et il y a certainement un truc à faire, parce qu'en fait le do-it-yourself, les Fab Labs, ça rejoint aussi des traditions plus anciennes, et voilà, autour de ces lieux, et la condition publique dont je vous parlais, a le Labo 148, mais a aussi un Fab Lab, et là l'année prochaine ils reconfigurent, et tout ça va être regroupé au même endroit, et je pense que c'est pas anodin. Oui, bonjour, moi je voulais savoir comment vous avez accompagné les accompagnateurs au sens large du terme, parce que je mets les parents, je mets les personnels de bibliothèque, je mets les professeurs et tutti quanti dedans, sur leur propre perception des pratiques numériques des jeunes, pour les faire sortir j'ai envie de dire, d'une vision un peu restrictive qui consisterait à dire que quand ils regardent Michou faisant une partie de Minecraft sur Twitch, le gamin est en train de devenir un crétin digital.
Je pense que vous avez la référence qui va. J'ai la référence. Merci. Non, bah, alors, nous, on l'a fait sur des petites échelles, en fait, avec un petit mélange entre partage de la recherche et éducation populaire. Sur le parcours numérique, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est... donc, on a travaillé pendant 2 ans, et en fait, il y avait des temps de rencontres, formations, avec tous les éducateurs qui étaient présents. Et en fait, à la fois, on avait des choses qui étaient un peu descendantes de l'ordre de la transmission d'infos sur qu'est-ce qui se fait en termes de recherche et qu'est-ce qu'on sait de ces pratiques-là, et qui va dans le sens de exactement dans le sens de ce que vous dites. Et on a utilisé des outils d'éducation populaire pour travailler à la mise au jour des représentations de chacun. Et comme on travaillait sur du temps long, en fait, entre les moments où on se voyait, on invitait les participants à être un peu dans une forme de recherche collaborative et finalement de eux-mêmes aller, à travers les projets qu'ils menaient, questionner et observer les pratiques de leurs élèves, les pratiques réelles. Et du coup, ça faisait un petit bricolage entre de la transmission de savoir, un peu de l'expérience pratique, parce qu'en fait, ils voyaient bien que leurs élèves n'étaient pas en train de se transformer en crétins digitaux. Et tout ça, voilà, ça a fait une dynamique assez intéressante. Et nous, on aime beaucoup travailler la question des représentations. Elle est au cœur de notre travail, essayer de les déconstruire. Voilà, mais ça demande effectivement à la fois des formats de projets qui permettent d'avoir des temps un peu formatifs et surtout des temps d'échange et des participants qui ont envie de s'impliquer, parce que voilà, l'idée, c'est pas on est chercheur en infocom et on va vous expliquer comment ça se passe, quoi. Mais du coup, en l'occurrence, des gens qui ont envie de s'engager 2 ans sur un projet, je veux dire, il n'y a eu aucun... tout le monde était au taquet, quoi. Donc, c'était assez intéressant. Une autre question pour terminer ? Non, eh bien, écoutez, merci encore Amandine pour cette conférence.